Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala, désormais dans un nouveau cadre, en attendant que l'on trouve mieux pour vous servir. Mais peu importe les conditions dans lesquelles nous travaillons, nous allons nous efforcer à servir la bonne cause, la défense de la République démocratique du Congo. L'actualité reste dominée par le débat autour non seulement du changement de la loi fondamentale que j'appelle la constitution de la RDC, mais aussi sur la révision sur l'article 70 de la constitution qui parle de la durée du mandat du président de la République. À ce jour, le mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais il y a un débat, non seulement au niveau des médias traditionnels, mais aussi sur la toile portant sur la révision de cet article. Tout porte à croire que le régime serait en train de travailler sur une probable révision de cet article. Il va falloir ajouter 2 ans de plus pour que le mandat devienne effectivement 7 au lieu de 5. Nous en parlerons tout au long de cette émission. Quelle est l'opportunité de cette révision ou de ce changement? Est-ce qu'il y a nécessité de revoir? Est-ce que les questions sociales ont déjà trouvé des solutions pour qu'on envisage finalement de réviser cet article? Nous allons y revenir avec notre invité. Et puis, il y a la situation de François Beya. Le collectif Free François Beya réclame sa liberté depuis quelques jours où François Beya n'a pas accès à sa famille. Il est difficile pour les membres de sa famille de le voir, même si son avocat, c'est lui qu'on a considéré comme son avocat conseil et par le soutien que la situation de François Beya est au beau fixe, mais les informations à notre possession font état de la situation très critique de son état de santé. Nous allons y revenir. Pourquoi on le retient? Est-ce qu'on ne peut pas le présenter à un juge pour qu'il soit jugé, pour qu'il présente ses moyens de fait? Mais pourquoi on refuserait aux gens de lui rendre visite? Est-ce que la question est tellement sensible qu'on ne peut pas aborder sur la place publique sous peine de dévoiler le secret d'État? Nous allons poser beaucoup de questions à notre invité et puis nous allons finalement aborder la question du social du peuple congolais. Un journaliste très célèbre a déclaré sur un plateau de télé de Jean-Pierre Kayembe qu'il se pose un problème de planification et de casting dans le régime actuel, le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. A-t-il raison, a-t-il tort? Lui qui a soutenu ces régimes depuis le début jusqu'à ces jours, a-t-il tort, a-t-il raison? Nous allons nous poser des questions par rapport à cette sortie médiatique. Et puis il a souligné haut et fort une sorte de provocation vis-à-vis de l'opposition, que Félix serait réélu. Lui n'a même pas utilisé le conditionnel. Il a dit que Félix sera réélu en 2023 parce que en République démocratique du Congo, il n'y a point d'opposition. Donc le passage est facile pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis la question de leaders d'opinion très inquiétés en République démocratique du Congo, tous ceux qui émettent de points de vue opposés au pouvoir subissent des menaces, des intimidations, des injures. On parlerait d'un plan qui est en train d'être mis en place pour étouffer tous les leaders d'opinion et de journalistes qui dénoncent les antivaleurs qu'on retrouve dans les chefs du régime en place, incarné par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Encore une fois, bienvenue dans cette émission de Chronique de Patrick Lokala. Nous recevons aujourd'hui, spécialement dans ce tout premier numéro d'échange direct avec un invité, Alain Bolodjoa. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, bonjour à tout le monde. En tout cas, merci une fois de plus pour l'opportunité. Merci Alain Bolodjoa de nous avoir honorés. Il faut dire que vous êtes toujours prompt et ponctuel à chaque fois que nous avons besoin de vous. Peu importe les conditions dans lesquelles nous tournons, nous vous sommes tellement reconnaissants. Nous allons commencer avec cette question parce que vous êtes l'une des victimes de l'intolérance. Des leaders d'opinion subissent des menaces tout le jour, des intimidations, des injures. On parlerait de la mise en place d'un plan de réduire tous les leaders d'opinion en silence. D'ailleurs, vous êtes la cible préférée du régime. Est-ce que finalement, vous n'allez pas vous décourager lorsque vous avez des informations faisant état de ce que je suis en train de vous rapporter, des stratégies mises en place pour vous réduire, nous réduire au silence? Est-ce que ça ne vous décourage pas? Et comment pouvez-vous vous comporter en ce moment? Bon, je dirais dire non.
Nous savons tous que nos amis du pouvoir, ceux qui prétendent être au pouvoir, ont développé effectivement cette vision de chercher à nous brimer, à nous mater, à nous interdire d'exprimer ce que nous pensons réellement par rapport à la gouvernance du pays. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est une mauvaise approche parce que nous avons été vaccinés. Je ne me vois pas abdiquer à mon combat justement pour plaire à ceux qui prétendent avoir le pouvoir. Ils ont certes le pouvoir de décider en usant des instruments légaux, mais ce qui est vrai, il y a une dimension que eux ne maîtrisent pas, c'est que je suis effectivement déterminé à continuer mon combat justement parce que nous incarnons aujourd'hui l'espoir de tout un peuple. Ils ont accédé au pouvoir, ils prétendent avoir milité pendant 37 ans dans l'opposition et aujourd'hui nous sentons que ce sont des néo-kabylistes. Et moi personnellement je ne suis pas surpris de leur attitude, justement parce que je sais que M. Félix Tshisekedi, sortant des entrailles de l'impère, il ne pouvait pas faire mieux. Ce qui veut dire que nous étions déjà préparés et nous pensons que les autres... Ce n'est pas une surprise pour vous? Nullement. Et pourtant, pendant 37 ans à l'opposition, on a lutté pour un état de droit, pour la démocratie. On a beaucoup plus d'une fois dénoncé les attitudes du pouvoir vis-à-vis des leaders d'opinion de l'époque, voire même de l'opposition. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Félix ne ressemble plus à ces présidents dont il s'est fait passer pendant qu'il était opposant? Bon, je ne sais pas si M. Félix Tshisekedi a ambitionné un jour devenir président parce que je considère que c'est un accident de parcours. Déjà au départ, pendant que son père était vivant, il n'a jamais envisagé d'être président du parti, bien qu'à un certain moment, ils ont eu à concocter avec certains membres de sa famille, justement pour préparer son avènement au niveau du parti, mais en réalité, il n'avait pas de vision d'être un jour président de la République. Et il n'a pas été choisi par le peuple. C'est M. Kabila qui a eu à commettre la plus grande erreur de faire de nous président. Donc ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi pendant des années, et d'ailleurs tous les membres de l'UDPS de manière générale, n'étaient que des aigris. Mobutu l'a dit, et je crois que tous ceux qui sont observateurs, fort malheureusement, tous ceux qui sont observateurs savent que ces gens n'enviaient que le poste. Il n'y avait pas d'alternative. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Ils ne font que réitérer leur volonté à avoir un pouvoir fort avec des gens qui sont faibles, fort malheureusement. Et nous pensons que nous devons continuer notre combat et nous n'allons pas abdiquer, d'autant plus que la vie de toute une nation dépendra de notre capacité à tenir ferme et à atteindre. Est-ce que le peuple est derrière vous et derrière tous ces leaders d'opinion qui ont la prétention de les défendre? Bon, aujourd'hui, nous pouvons prétendre qu'effectivement, le peuple est derrière nous. Ce n'est pas que le peuple nous a choisis comme ses élus, mais ils nous considèrent comme des lieutenants qui sont envoyés en mission. Voyez-vous? Parce que lorsque vous prenez la situation actuelle, lorsque nous prenons parole, nous prenons position par rapport à des sujets, au départ, c'était difficile. La population ne voulait même pas nous croire. La population avait effectivement... il faut dire qu'à un moment donné, Félix a emballé toute la population avec le programme 100 jours. Non, mais bien avant, oui, bien aussi, il a vendu du vent à la population. Et d'ailleurs, au regard de la situation de départ, M. Félix Tshisekedi n'était pas désiré pour lui-même. Il était aimé au nom de son père. Les gens le voyaient comme l'incarnation de son père, sans pour autant se poser la question si Étienne Tshisekedi, qui est son père biologique et idéologique, avait eu à faire preuve de compétences en matière de gestion. Voyez-vous? Ce sont des questions qui doivent être relancées justement pour comprendre l'homme et ses idées. Lorsqu'on parle d'Étienne Tshisekedi, Étienne Tshisekedi a commencé la politique en 1958, avant l'indépendance. Mais on parle plus d'Étienne Tshisekedi à partir de 1982. De 1958 à 1982, on semble négligé. Et pourtant, effectivement, et pourtant, c'est pendant cette période qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Doivent être relancées justement pour comprendre l'homme et ses idées. Lorsqu'on parle d'Étienne Tshisekedi, Étienne Tshisekedi a commencé la politique en 1958, avant l'indépendance. Mais on parle plus d'Étienne Tshisekedi à partir de 1982. De 1958 à 1982, on semble négligé. Et pourtant, effectivement, et pourtant, c'est pendant cette période
qu'il a commis beaucoup d'erreurs. Et ils ont tenté de corriger vers les années 80, ça n'a pas tenu. Et justement parce que dans leur démarche, ils étaient d'abord dans l'idée de changer les dispositions de leur statut, du parti impair. Et c'est après, en ayant l'ancrage, qu'ils ont basculé pour créer un nouveau parti. Exact. Donc ce qui veut dire que devant cette réalité, lorsque les gens se sont rendus compte que l'UDPS, c'était, bon, je voulais dire du n'importe quoi, et comme ça, c'est la population qui a commencé à comprendre que nous étions en avance. On comprenait déjà que rien de bon ne pouvait sortir de M. Félix Tshisekedi. Mais au départ, les gens étaient emballés. Ils disaient, non, voilà, Kabila est parti, on doit donner la chance. Mais la chance ne joue pas en politique. Ce n'est pas un jeu d'hasard. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la population, lorsque nous prenons parole, la population nous soutient. Justement parce que nous sommes en train de relayer ce qui s'est dit tout bas. Mais aussi aujourd'hui... La population a finalement compris que la gestion dont on a rêvé n'est pas celle-là. Et finalement, on ne fait plus confiance. On ne demande plus aux leaders d'opinion de faire confiance, de donner une chance à Félix. Et la population vous a rejoint. Je vais ramasser une autre question par rapport à ces sujets. François Béat, détenu au niveau de l'Agence nationale des renseignements, ça fait aujourd'hui plusieurs jours, voire même 2 semaines. Les membres de sa famille y accèdent difficilement. Les informations à notre possession font état de la détérioration de son état de santé. Georges Kampiamba assure qu'il se porte bien. Est-ce que la situation de François Béat doit seulement être gérée au niveau de l'ANER ou qu'on doit le présenter devant un juge au cas où il serait accusé d'avoir mis en place une stratégie pour déstabiliser ou porter atteinte à la sûreté nationale? Bon, vous le savez certainement, j'ai eu à faire mon master en criminologie. Voyez-vous, bien que je n'ai pas encore fini, mais je suis en cours. Voilà. Donc, je me connais un peu sur le fonctionnement de l'ANER, parce que nous avons tout un chapitre sur le système de renseignement et tout ça. Je vous dis, au regard des missions dévolues à l'ANER, l'ANER n'est pas seulement gérée par la Constitution et la loi, mais il y a tout un protocole. Et dans ces protocoles, par moment, ça heurte certaines dispositions de la Constitution et de loi. L'ANER peut vous interpeller et vous garder en détention au-delà des 48 heures. Parce que les questions qui touchent directement à l'ANER sont des questions sensibles qui touchent directement à la sensibilité de l'État. Parce que l'État a un côté occulte. Et de ce fait, les agirs de l'ANER ne doivent pas seulement être confrontés aux lois, mais plutôt au protocole. Aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a une sorte de déviation. Voyez-vous, Monsieur François Béat n'est pas un politique. C'est un agent de carrière. Et en tant que tel, la manière de gérer son dossier est différente d'un non-initié qui assume de fonctions. Voyez-vous, lorsque nous avons eu le débat sur M. Kalev, j'avais dit, pour ceux qui m'ont suivi, j'avais insisté sur le fait que la manière d'aborder la question était maladroite. Les approches étaient mauvaises. On ne peut pas prendre un flic, si nous pouvons les appeler ainsi, un flic, et le traiter comme si nous étions en face des Batata Bama Bandeko. C'est un domaine très sensible. C'est quelqu'un qui a eu assumé de fonctions et qui a beaucoup d'informations qui touchent directement à la sûreté de l'État. Et de ces faits, il fallait insister sur le cadre d'abord de son interpellation, mais aussi qui devrait en principe l'entendre. Le conseiller spécial du chef de l'État, là nous sommes dans le principe, c'est celui-là qui gère l'ANER au quotidien. Voyez-vous, il est la hiérarchie, effectivement, il est la hiérarchie institutionnelle de l'ANER. Parce que l'ANER, en tant qu'agence, elle est rattachée à la présidence. Et donc, le conseiller spécial est le répondant. C'est lui le trait d'union entre l'ANER et la personne du président de la République. Et de ce fait, déjà là, l'ANER pouvait être en conflit d'intérêts avec ses traits d'union. C'est lui qui est nommé l'AG de l'ANER.
il a été AGA. Avant ça, il était un chef de bureau. Voyez-vous? Alors que M. François Béat était déjà un haut cadre. C'était déjà un cadre de conception. Il a été dans l'ANER, il a été dans la DGM, mais l'AG de l'ANER. Il a été AGA. Avant ça, il était un chef de bureau. Voyez-vous? Alors que M. François Béat était déjà un haut cadre. C'était déjà un cadre de conception. Il a été dans l'ANER, il a été dans la DGM, ce qui veut dire qu'entre les deux, il peut y avoir des conflits d'intérêts. Ce qui sous-entend qu'en réalité, si nous étions dans cette intelligence-là transformationnelle, on devait en principe mettre en place une commission des experts sur des questions multiples pour voir si effectivement ce qu'il fait, ce qu'on lui reproche d'avoir fait, parce que moi personnellement, je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas assez d'éléments, ce qu'il aurait fait, soit confronté par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on devait avoir l'AG de l'ANER, on devait avoir pratiquement tous les conseils nationaux de sécurité, le cadre, le conseil de sécurité, élargi aux politiques, pour voir si effectivement il avait cette intention. Fort malheureusement, il a été livré en pâture devant son subalterne, et aujourd'hui nous sentons qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais lorsque vous analysez dans le fond, de quoi on lui reproche? On nous dit qu'il aurait attenté à la vie de M. Félix Tshisekedi. Il aurait l'intention de renverser son pouvoir. Mais le renversement du pouvoir n'est pas lié à la personne de M. Félix Tshisekedi. Il faut faire attention. On peut assassiner un chef de l'État sans nécessairement avoir le pouvoir. C'est-à-dire que... de quoi? Non, mais on nous dit qu'il aurait concocté un coup d'État. On parle de la tentative de coup d'État. Non, tentative de coup d'État, c'est lorsque les actions ont déjà été posées. Dans la conception, ce n'est pas tentative de coup d'État. C'est-à-dire qu'il pouvait avoir l'intention de le faire, mais le fait seulement de n'avoir pas intériorisé, on ne peut pas parler de tentative de coup d'État, on devait plutôt avoir un autre vocable. Ce qui veut dire qu'en réalité, si M. François Béat avait l'intention de renverser le pouvoir, eh ben, il devait jouer sur l'armée, jouer sur les autres services de sécurité. On ne peut pas réussir un coup d'État sans impliquer l'ANER, sans impliquer le DEMIAP, sans impliquer l'armée. Parce qu'après avoir neutralisé la personne du président, il faut neutraliser tous les systèmes. Avoir le contrôle. Avoir le contrôle effectivement de frontières, de l'armée, de la police. Lorsque vous donnez... le contrôle de la communication, parce qu'il faut... Bien évidemment, voilà pourquoi aujourd'hui dans le système sécuritaire, on a placé des militaires dans des postes, dans des sièges stratégiques. Vous avez l'aéroport, vous avez la RTNC, parce que le coup d'État ne passera qu'impérativement par la RTNC. Vous ne pouvez pas passer par une autre chaîne. C'est-à-dire qu'il faut communiquer et intimer l'ordre à tous les éléments du système. Alors dites-nous, comment pouvez-vous arrêter une seule personne et nous parler de coup d'État? Mais on a dit, on a appris, mais ce sont toujours des rumeurs, nous n'avons pas des informations certifiées par rapport à ces sujets. Nous ne faisons que des analyses techniques. On nous aurait dit qu'on a arrêté bon nombre de personnes qui avaient l'intention ou qui ont participé dans certaines réunions portant tête à la sûreté de l'État. Mais de toute évidence, le dossier est très très délicat, on ne saura pas rentrer en profondeur. Je rappelle ici que François Béat a été recruté à l'époque de Mobutu comme président par Seti Eyale. Il était le directeur de cabinet d'Honoré Ngwanda à l'époque, conseiller spécial en matière de sécurité de Mobutu. Puis après, lui-même était devenu le dernier, et alors le dernier conseiller spécial en matière de sécurité du président Mobutu, renversé. Après le départ de Mobutu, François Béat est allé au niveau de la DGM, la Direction Générale de Migration, où il a assumé les fonctions de directeur général. Après le départ de Joseph Kabila, l'homme a fait un nouveau rebondissement au niveau de la présidence avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où il a été nommé conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République. Voilà brièvement les petits portraits de François Béat, qui est aujourd'hui détenu au niveau de l'Agence nationale des renseignements. Est-ce que c'est bon pour un pays de ne pas bien gérer la situation de ces flics? Nous nous rappelons Honoré Ngwanda, après la chute de Mobutu, il est allé finir sa vie
à l'extérieur du pays, au Maroc. Il est mort dans des conditions extrêmement difficiles. Il s'est en allé avec tous les secrets de l'État. Il a fait beaucoup de révélations sur le système de l'État congolais. Après Mobutu, Joseph Kabila a quitté le pouvoir. Kalev aujourd'hui est en cavale, on ne sait pas où il est. C'est encore un autre flic qui n'est pas au pays, qui est à l'extérieur du pays. Et aujourd'hui, François Beya connaît certainement des problèmes. Je suis convaincu qu'au cas où il serait libéré un jour, il va s'envoler à l'extérieur. Est-ce que c'est bon pour un pays comme le nôtre de laisser partir ces flics dans ces conditions? Vous savez, l'État congolais a eu à investir beaucoup d'argent pour leur formation. Ce ne sont pas des gens qui sont de la génération spontanée. Ils ont été recrutés, ils ont été formés et l'État a beaucoup investi. Et de ce fait, nous devions tirer plus de bénéfices de leur présence que de chercher à les neutraliser. Ce qui est vrai, au regard des éléments qui sont diffusés par ces détracteurs, on se rend compte qu'il n'y a pas assez d'éléments. On nous dit qu'il aurait tenu une réunion, mais la réunion, on ne la tient pas seule. Et lorsqu'on vous dit qu'on aurait arrêté beaucoup de gens, mais ils ont quel statut? Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on ne cite pas leur nom? Et en réalité, on a été des militaires. Ce qui veut dire que la compétence ne pouvait pas être dévolue qu'à la CELANER. Il fallait aussi impliquer les DEMIAP qui s'occupent de leur renseignement militaire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'on devait mettre en place une commission spéciale. Cela n'ayant pas été fait, nous comprenons qu'ils n'ont pas assez d'éléments. C'est justement parce qu'ils veulent se débarrasser de quelqu'un qui a beaucoup d'informations. Et au regard des éléments qui sont en notre possession aujourd'hui, tous ceux qui ont eu à participer dans le deal Kabila, Félix et Kédi, apparemment tous sont en mauvaise posture. Tous? Tous. Il s'agit de qui? Non, mais il y avait Kalev. Il a participé. Il y a monsieur François Beya. Il y a monsieur Jean-Marc Kabound. Vital Kamere. Toutes ces personnalités semblent être isolées justement parce que monsieur Félix Tshisekedi s'est mis dans la posture développée par Machiavel. Lorsque vous... Ce sont des témoins gênants? Bien évidemment. Bien évidemment parce qu'il n'avait que trois possibilités. Soit les fidéliser, soit les neutraliser, soit les pousser en dehors des frontières. Et apparemment, il est en train de réussir son entreprise. Ce qui est important, il faut savoir que M. François Beya a aussi certainement formé des gens. Et il y a d'autres personnes qui assument de fonctions aujourd'hui au niveau de l'État. Je l'ai dit ici, ce sont des agents de carrière. Ce ne sont pas des politiques. Si vous le bousculez, les autres qui sont là, deviendront de plus en plus sceptiques, même pas ses disciples, même ceux qui n'ont pas de trait d'union avec lui. Ils vont se dire, ah voilà, Congo, cabinet Mercité, vous pouvez les servir et demain on peut vous mettre en prison. Ce sont là des réalités. C'est-à-dire que nous devons arriver à pousser ceux qui ont le pouvoir, s'ils pensent réellement qu'ils ont beaucoup d'éléments que ce qu'on nous présente, qu'on l'amène devant son juge. Parce qu'en lisant la Constitution, dans son article 17, la Constitution a été suffisamment claire. Lorsque vous interpellez quelqu'un, en ayant les 48 heures, il doit être devant son juge. C'est vrai que c'est une question qui touche à la sûreté de l'État. C'est vrai. D'après ce qu'on nous présente. C'est vrai. Même vous l'avez dit que l'ANER peut aller au-delà. Non, mais l'ANER peut aller au-delà à condition qu'il y ait beaucoup d'éléments d'information. Voyez-vous? Je dirais même de renseignements. Non, mais rien ne l'indique jusqu'aujourd'hui. Parce que déjà, même si nous ne sommes pas assez initiés, nous pouvons déjà partir de leur discours pour comprendre qu'il y a un autre soubassement à cette démarche. Il y a d'autres informations qui nous échappent. Parce que apparemment, c'est comme s'il y a un conflit d'intérêts. Et devant cette réalité, nous comprenons le fait seulement que nous sommes gérés par des novices. Des gens qui n'ont, je ne dirais pas des incultes, mais des gens qui n'ont pas assez d'informations. La conséquence, c'est quoi? Ceux qui ont d'informations, ceux qui connaissent comment la structure fonctionne, peuvent les manipuler. Qui nous dit que M. Félix Tshisekedi n'est pas en train d'être manipulé? Ah mais ça, ce sont des hypothèses, hein, nous ne faisons que... Non, mais effectivement, qui nous dit? Parce que au regard de ce qu'il y a, aujourd'hui, il y a malaise. Et ce qui est quand même aberrant, vous remplacez un flic de formation et de carrière par un informaticien. Il y a une expérience avérée. Non, mais
apparemment, je crains. Il a passé toute sa vie. Non, mais effectivement. Apparemment, au regard de ce qui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Alain Boulodia, c'est vous qui parlez. Il y a quelqu'un du système qui m'a dit, quelqu'un qui était très introduit dans les systèmes Kabila, qui m'a dit, le seul flic plus expérimenté, plus expertisé, c'est François Béa dans l'entourage de Félix Tshisekedi. Donc c'est une grosse perte pour le président de voir son meilleur flic en détention aujourd'hui et que sa situation n'est pas toujours claire. Bon, vous voyez, si nous pouvons réfléchir au-delà de ce que nous voyons, c'est aussi possible, c'est aussi probable que M. Félix Tshisekedi soit manipulé justement pour l'avoir lui. Là, nous réfléchissons en intellectuel. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut le pousser à se débarrasser des gens qui constituent une sorte de bouclier pour son pouvoir pour lui, et pour l'avoir. Non, comment pouvez-vous expliquer? On a fait partir l'AG de la NER sous prétexte qui serait du Bandundu, qui serait en relation avec l'opposition, probablement il pourrait être utilisé. Mais ce monsieur a fait ses preuves. Il a été formé dans des grandes académies. C'est vrai ça. Et aujourd'hui, on plante. Je ne suis pas contre l'AG de l'année aujourd'hui. Parce que lui aussi, il a été formé. Lui aussi, il a été formé, il a une expérience. Dans les services, hein. Il a travaillé pendant longtemps, c'est un agent de carrière. Il a assumé de fonctions. Il a été vice-gouverneur pour le compte du MP. Il a été communicateur de la majorité présidentielle. Ça, c'est bon. Lui aussi était kabiliste. Bien évidemment. Mais il n'y a que les kabilistes qui sont là. Ne parlez pas de l'expertise et de l'expérience avec les membres de l'IDPS. Il ne travaille pas pour Joseph Kabila, il travaille pour son État. Non, mais bien évidemment. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le fait seulement d'avoir fait partie l'AG de la NER, qui était là, vous faites partie François Béa, vous faites partie de 3 personnes, et ils ont l'intention de faire partie le chef MG. On a perdu comme ça Delphin Kaimbi. Effectivement. C'est-à-dire que tous ces éléments-là qui pouvaient constituer le point fort du régime pour le pays et pour la personne de Félix Tshisekedi. Pour le régime, pour le pays. Non, mais effectivement. Les renseignements travaillent d'abord pour le pays, mais aussi pour celui qui est en fonction. Voilà. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi devient de plus en plus nu. Et je crains que le pire n'arrive. Le pire n'arrivera pas. Espérons. C'est notre président, nous avons l'obligation de le protéger dans cette situation. Si c'était Alain Boulodia qui était à la place de Félix Tshisekedi, il aurait fait quoi? Non, mais le problème c'est que le plus grand péché de ceux qui arrivent au pouvoir, ils veulent gérer des domaines sensibles avec autant de légèreté. Voyez-vous, vous êtes président de la République. Ils ont prêté serment devant la nation, ils vont être au service de la, devant la population, qui seront au service de la nation. Mais laissez-leur la latitude de bien faire leur travail. La confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Mais ne jetez pas en pâture leur mémoire. Aujourd'hui, M. François B a coupé dans le cachot. C'est un haut cadre. Nous ne parlons pas d'un simple agent. Un haut cadre. Supposons aujourd'hui qu'il mourrait. L'État va faire. C'est probable, effectivement, alors que nous avons investi beaucoup d'argent. Supposons aujourd'hui qu'on le mettait en prison et qu'il avait effectivement l'intention de commettre ces coups d'État. Mais les agents qui étaient avec lui, qui pouvaient faire le travail avec lui, sont encore dehors. Supposons qu'aujourd'hui qu'il arrivait à s'enfuir, à être à l'extérieur et être sollicité par l'ennemi de la République. Ce qui veut dire, apprenez à gérer le personnel. Merci beaucoup Alain Boulodia. Merci beaucoup. En clôture ce dossier, François Béa, nous avons donné nos points de vue techniques. Alain Boulodia a fait des études, des recherches sur la criminologie et il parle en tant qu'expert. Je crois que les politiques aussi tirent beaucoup de leçons, beaucoup d'expertise dans des émissions telles que celles que nous sommes en train de réaliser. À ce jour, je me rappelle, Laurent Désiré Kabila avait recruté beaucoup de ses fidèles au niveau des médias. Et je crois que ça peut être le cas pour Félix Tshisekedi de recruter aussi par voie médiatique. Pourquoi pas prendre, par exemple, Alain Boulodia? Non, non, sans effet. Qui a une expertise. Non, jamais. Qui a mené des recherches. Non, là, c'est pour aider l'État. Non, ça. Travailler non, je considère ça comme une insulte, sincèrement. Ah, vous pensez ça? Jamais. Je n'ai jamais révélé ça. Jamais.
Non, si on vous demande d'aller... Non, mais le on, là, c'est qui? Si le président de la République vous demande... Non, mais voilà pourquoi il dit pas lui. Donnez cette expertise que vous avez. Non, je ne suis pas... C'est des avis techniques. Non, il y a des gens plus intelligents que moi qui travaillent avec M. Félix Tshisekedi, mais qui n'ont pas la possibilité de se mouvoir. Comme qui? Ils sont nombreux. Mais François a été avec Félix Tshisekedi, il est au cachot. Non, par exemple, pour ces dossiers, on peut vous consulter. Non, mais pourquoi? Il y a des... Non, ne sous-estimons pas l'ANER. Il y a une grande charpente institutionnelle, l'organigramme de l'ANER. Il y a beaucoup de départements, beaucoup d'experts qui ont été formés en Israël, aux États-Unis, en Chine, partout, en Russie. Ils ont été formés. Il y a des gens intelligents. Nous sommes politiques. Vous êtes politique. Nous sommes politiques. Vous refusez de travailler pour l'État. Non, je peux travailler pour l'État, mais pas derrière M. Félix Tshisekedi. Attendez-moi. Merci. Merci beaucoup, Alain Boulodia. Si vous considérez ça comme une insulte, moi je retire, mais moi je... Merci beaucoup. Cette Merci. expérience que vous avez, un jour il faut la mettre à la disposition de l'État. Non, je la mettrai, mais pas avec Félix Très Tshisekedi. bénéfique. On va changer de chapitre. On va parler politique politicienne maintenant. Un confrère à moi, Christian Bossembe, a fait une sortie médiatique très très remarquée, au cours de laquelle il a déclaré qu'il se pose un problème de planification et de casting dans le chef du régime en place. Vous vous en réjouissez finalement, Christian Bossembe vous a rejoint? Bon, il nous a rejoint, bien qu'il n'est pas assez sincère, mais ce qui est vrai... À quel niveau il n'a pas été assez sincère? Non, mais je vais le démontrer. Très bien. Le fait seulement d'avoir eu le courage de le dire, il doit s'assumer et continuer dans cet élan. Vous savez, lorsque moi je disais que rien de bon ne sortirait de M. Félix Tshisekedi, parmi les personnes qui s'y opposaient, il y a notamment Christian Bossembe. Il n'y avait pas que Christian Bossembe, il y avait Jenit Kaninda, il y avait Pero Louara, ils étaient nombreux. Tous ceux qui s'y opposaient, et pourtant c'était sur base des éléments probants que nous le disions. Lorsque Christian Bossembe vous dit qu'il y a un problème de planification, il y a un problème de casting, il veut tout simplement vous dire qu'il y a un problème managérial. Parce que lorsque nous prenons le fonction managériale tel que développé par les grands doctrinaires, vous allez vous rendre compte que la planification est le premier facteur du management. D'abord la planification. Deux, l'organisation. Dans l'organisation, c'est là où on sélectionne les animateurs, des gens qui doivent exécuter ce qui a été planifié. C'est-à-dire que si vous échouez dans ces deux éléments, automatiquement vous êtes classé parmi les incompétents. Ce qui sous-entend que M. Félix Tshisekedi est incompétent. Non, lui n'a pas dit ça. Oh. Non, mais mon analyse est plausible. Ceux que nous suivons ont compris. Nous avons 4 fonctions managériales. La planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Lui, il a mis en exergue 2 fonctions et je vous ramène au niveau du contrôle. M. Félix Tshisekedi n'a pas assez d'atouts pour contrôler. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi est incompétent. C'est ça la conclusion à tirer. Il a dit qu'il a de bonnes idées. Oh, cher ami, les idées ne font pas développer un pays. Les idées, c'est le début du développement, du changement. Lorsque vous avez de bonnes idées, il faut les planifier, il faut les organiser, il faut les diriger, il faut les contrôler pour espérer atteindre les développements. Les bonnes idées ne suffisent pas. Si la France était construite par les idées, elle serait déjà construite il y a bien longtemps. Sur ce point, vous partagez le point de vue de Christian Bossembe. Non, je ne partage pas son point de vue. Il nous a rejoint, mais en partie. Il vous a rejoint, mais en partie. Le casting. Il se pose un problème de casting. J'ai fait une chronique ici, au cours de laquelle j'ai développé des idées. Je me suis dit, mais bon, s'il se pose un problème de casting, on accuse les autres qui ne sont pas bons. Mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas un problème dans celui qui fait les castings? Est-ce que celui qui fait les castings a les atouts nécessaires pour faire un bon casting? Bon, lorsque vous parlez du casting, c'est-à-dire les choix des acteurs, celui qui a la capacité de choisir les acteurs, c'est celui-là qu'on appelle chef. Les leaders, le coordonnateur, les directeurs. C'est même un terme managérial. Non, mais effectivement, voilà. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en mesure de vous choisir de bons gens, avec une mauvaise planification, les résultats, c'est l'échec. C'est ça, en fait, la réalité. C'est-à-dire que lorsque vous développez une pensée, il faut aller au-delà. Ne vous limitez pas dans votre carcan des militants.
Celui qui échoue en planification, en casting, il échoue dans son management. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi ne vaut même pas la peine. Alors, lorsque vous dites que le fait qu'il a échoué, étant donné qu'il a échoué du fait qu'il n'a pas fait une bonne planification, une bonne organisation, mais vous soutenez quand même qu'il sera président de la République. Ce qui veut dire pour une inutilité du pouvoir. Il a dit, même si Félix a des bonnes idées, il s'est posé un problème, il parlait très bien, un problème de planification et de casting, mais en face de lui, il n'y a pas d'opposition. C'est-à-dire qu'Alain Bolodja, comme opposant, n'existait pas. Martin Fayoulou, comme opposant, n'existait pas. Adolphe Mouzo, donc il n'y a pas opposition. Félix sera réélu en 2020. Non, mais l'opposition n'existe plus. Non, l'opposition en tant qu'organisation, je ne pense pas qu'il a totalement raison. Mais l'opposition en tant qu'État, mais le plus grand opposant de M. Félix, c'est son incapacité à se choisir de bons collaborateurs. Ah, mais à quel niveau ça peut être? Non, mais attendez. Qui s'oppose contre M. Félix Tshisekedi? Parce que dans l'idée que nous développons au niveau national, nous pensons que l'opposition, c'est en termes d'organisation. L'opposition, c'est tous ceux qui ne se retrouvent pas dans ce que lui fait. Ils s'y opposent. Il y a la société civile qui est dans une posture de résistance par rapport à une mauvaise gouvernance. La population s'oppose à la manière de gouverner. Mais au regard de la charpente, de la stratification au niveau sociétal, l'opposition doit utiliser la classe politique. La population ne se retrouvant pas dans la personne de Félix Tshisekedi, c'est déjà un obstacle. Dans une démocratie, il ne peut pas avoir de voix. Donc l'analyse de Bossembé est fausse. Non, son analyse est approximative. Justement parce qu'il amène une posture d'un militant. Mais s'il était dans... Il a parlé comme journaliste. Non, il n'a pas parlé comme journaliste, il a parlé comme militant. Parce qu'en réalité, dans la dialectique, il ne pouvait pas tirer une telle conclusion. Prenons. L'opposition en 2018, prenons 2016, l'opposition était émiettée. La population a voté contre Kabila. Et c'est Fayoulou qui a été l'élu. C'est-à-dire que même si l'opposition n'est pas assez structurée, le fait seulement qu'il y aura des gens qui vont postuler aux élections que vous attendez, en réalité, pas moi. En réalité, la population, au regard des insuffisances notoires qui caractérisent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et lui-même l'a dit, la population va voter contre Félix Tshisekedi. Et la population ne votera pas probablement pour l'opposition, mais la population votera contre la personne de Félix Tshisekedi. Parce que son communicant l'a dit, qu'il ne vaut rien en tant que manager. Voyez-vous? Ce sont là des réalités. Ce qui est aussi vrai, il faut savoir que lorsqu'on dit que l'opposition n'existe pas, l'opposition n'est pas organisée. Non, ne confondez pas l'organisation d'un parti politique et l'organisation des enjeux et par rapport aux enjeux électoraux. Un candidat indépendant peut gagner les élections. Parce que là, vous ne parlez qu'en termes de partis politiques. Prenons l'exemple. Donc vous dites, même si l'opposition ne s'organise pas, même s'il n'y a pas de candidat commun, nous l'avons vécu d'ailleurs en 2018, vous l'avez rappelé, n'importe qui, moi j'ai dit hier lors de ma chronique, même Alain Bolodja peut battre Félix, même Gauthier Sey peut battre Félix, parce que les gens ne vont pas voter. Surtout Gauthier Sey. Les gens ne vont pas voter Alain Bolodja, ils ne voteront pas Gauthier Sey, mais ils vont voter contre Félix et Alain sera bénéficiaire du vote contre Félix. Non mais ça a été démontré. Même là où Fayoulou n'a pas battu campagne, les gens ont voté. Il n'est pas allé par exemple au Sankourou. Mais voilà. Il a gagné Chadari, il a gagné Félix Tshisekedi. Voilà. C'est-à-dire que le problème, c'est que la population, pour la population, les élections, c'est un mécanisme de sanction. Lorsque vous avez un communicant qui vous dit que mon chef ne vaut rien, mais il sera maintenu au pouvoir. C'est-à-dire que... Il n'a pas dit que son chef ne vaut rien. Non, mais attendez. Non, mais voilà, je vous ai fait la démonstration. C'est lui qui a un problème de planification et de casting, ne vaut rien sur le plan managérial. Parce que ce sont les deux fonctions qui font de quelqu'un un leader. S'il n'a pas ses atouts, donc il n'est pas leader. Lorsque vous reconnaissez déjà que votre chef
n'a pas assez d'atouts pour gérer. La question que vous devez vous poser, il peut être élu parce qu'il n'a jamais été élu. Mais pour quelle fin? Pour quelle fin? Ça, c'est la grande... C'est-à-dire que vous voulez l'avoir comme président, mais pour quelle finalité? Que va-t-il apporter? Parce que la problématique de la gouvernance, ce n'est pas lié à la personne de Félix Tshisekedi. C'est par rapport aux objectifs que la population et la nation s'est assignée. Nous voulons avoir des dirigeants pour diriger les choses en faveur de la grandeur du pays et résoudre le problème de la population. Si vous avez quelqu'un qui assume la fonction sans avoir la capacité de résoudre le problème, à quoi ça sert? Vous me mettez un chien. Mais il faut arrêter. Vous me mettre un chien. Non, mais il faut arrêter ça, Alain Bolodjoa. Non, j'ai dit, vous me mettre un chien. Parce que si vous avez des gens qui sont incapables, vaut mieux avoir un chien pour qui va tenter d'aboyer. Non, ça c'est pas... non, c'est une métaphore. C'est une métaphore. Non, cette métaphore-là, elle n'est pas bonne, Alain Bolodjoa. Je vais ici vous lire un extrait de propos du président de la République avant qu'on aborde les tout derniers sujets. Il nous reste encore un peu de temps, Alain Bolodjoa. Il est irréaliste et improductif, voire suicidaire pour un pays de notre sous-région de penser qu'il tirerait toujours des dividendes en entretenant des conflits et des tensions avec ses voisins. Félix Tshisekedi a pris position finalement contre Paul Kagame et c'est dans un ton fort qu'il a prononcé cette phrase. Vous pensez vraiment qu'il y a des amours total entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi, même s'il ne l'a pas cité nommément? Alors, commençons d'abord par là. Il parle de qui en réalité? Parle-t-il de Kagame, de Museveni ou d'un autre président africain? Il doit nous le dire. Et il a prononcé ses propos dans quel cadre? Parce que par moments, on veut nous emballer par des propos captieux pour nous faire voir que nous avons un président responsable, capable de dire non à Kagame. Il ne parlait pas, non, voilà, il ne parlait pas, il a peur. Non, mais il a parlé. Une belle phrase, intimidatoire, non, mais non, voilà, non. On veut nous impressionner. Non, dites-nous, il a prononcé, il a fait cette déclaration dans quel cadre? C'était chez lui à la maison, dans un sommet, son bureau ou entre amis? Qui a rendu public ces messages? Commençons par là. Si nous ne savons pas identifier la personne qui a mis à la place publique ces propos, nous risquons d'être emballés comme ça. Ces gens-là sont forts en mensonges. Et si ces propos proviennent de M. Félix, il vous souviendra, lorsque Kagame avait déplacé des propos, avec des propos désobligeants, avait heurté notre sensibilité, M. Félix nous avait dit qu'il connaît les canaux par lesquels il pouvait faire passer son point de vue. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Et au-delà de tout, faire des déclarations, c'est une chose. Être pris au sérieux en est une autre. Ça, c'est terrible. Qui vous dit que... Les nuances d'Alain Bolodjoa. Non, mais qui vous dit que M. Kagame aura peur de propos sur les réseaux sociaux dont l'origine n'est pas connue? Voilà. Il n'a même pas réagi. Est-ce que vous avez vu son ambassadeur réagir? J'aurais souhaité que M. Félix ait ce ton-là. Le jour où on s'était attaqué à Mukwege. J'aurais souhaité que M. Félix ait ce ton-là. Lorsqu'on avait semblé saboter la mémoire de plus de 15 millions de Congolais qui ont été répertoriés au niveau international. Ça, ce sont de moments forts. Aujourd'hui, les dire, alors qu'il n'y a aucun élément nouveau qui s'ajoute, je considère ça comme un propos captieux destiné aux faibles d'esprit. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. On va prendre le tout dernier sujet. Il s'agit du changement de la constitution de la RDC. À l'époque de Joseph Kabila, on avait tenté, il y avait même tout un ouvrage dédié au changement de la loi fondamentale, écrit par Bochab à l'époque, entre l'inanition de la nation et la révision, le changement de la constitution. Ça fait débat, et puis finalement on n'a rien revu. Aujourd'hui, il y a un autre débat, d'abord sur le changement de la Constitution, puis la révision de l'article 70. Mais parlons-en d'abord du changement de la loi fondamentale.
d'après vous, scientifiquement parlant, même si nous sommes vers la fin, nous allons nous efforcer de donner le meilleur de nous-mêmes, est-ce que il va falloir qu'un jour nous puissions changer finalement la constitution de la RDC? Bon, ça c'est un point de vue scientifique. Non, mais effectivement, nous, au niveau de la nouvelle classe politique de l'opposition, au niveau du parti en gestation, les BAT, nous prenons pour l'avènement de la 4e République, avec un nouveau pacte social que nous appelons la Constitution de la 4e République. Mais sur le plan technique, sur le plan faisabilité, sur le plan opérationnel, il va falloir impérativement passer par la révolution. Parce que lorsque vous parlez d'une nouvelle constitution, c'est-à-dire qu'il y a une rupture avec les passés. C'est ça le principe. Nous avons eu une constitution de la transition, 2003-2006. Dans ces dispositions transitoires, il a été dit qu'on avait annoncé l'avènement d'une nouvelle constitution. Or, dans le cas d'espèce, cette constitution qui est en vigueur n'a pas de dispositions transitoires qui annoncent une autre constitution. Ce qui veut dire qu'il faut que l'on brise. Il y a des dispositions fermées. Non, mais au-delà des dispositions fermées, pour quitter d'une constitution à une autre, on bascule d'une république à une autre, on bascule d'une philosophie à une autre, on bascule d'un régime à un autre. Est-ce qu'il y a opportunité? Non, mais voilà pourquoi j'ai dit. Aujourd'hui, au regard de faiblesse, d'état que nous constatons dans la gouvernance, nous nous prenons pour l'avènement de la 4e République, avec la constitution de la 4e République. Cependant, pour y arriver, il faut qu'il y ait d'abord révolution. Quel genre de révolution? Non, mais la révolution populaire. Révolution. Deuxième étape, convoquer un congrès fondateur. Troisième étape, proposer un pacte social qui passera impérativement par référendum. Quatrième étape, organiser les élections pour avoir de nouvelles institutions. C'est ça la philosophie doctrinale de constitution. Et nous l'avons lu. Alors dites-nous, si vous voulez changer des dispositions frappées d'immutabilité, cela sous-entend que vous voulez briser le pacte social qui constitue le socle de votre pouvoir. Ça, c'est un coup d'État constitutionnel. Très bien. Un coup d'État constitutionnel à l'Embolodoua. J'ai retenu un concept. Il faut d'abord, dans les étapes que vous m'avez citées, avant cela, vous avez parlé de la révolution. La révolution, on connaît que la révolution a plusieurs formes. Il s'agit de quelle révolution? Non, mais la révolution... Et cette révolution va se passer comment? Non, mais c'est simple. Vous voulez qu'il y ait rupture. La révolution, c'est ces changements brutaux. C'est à vous maintenant de définir quels sont les instruments à être utilisés. Qui va provoquer ça? Le peuple lui-même? Non, mais bien évidemment, la constitution est claire. La constitution est claire. Vous ne pouvez pas, vous, politique, décider sur la rupture alors que la population continue à soutenir sa constitution. Il faut convaincre la population. Elle est très sensible. À chaque fois qu'on parle de la révision, il faut... changement, le peuple est très non, mais effectivement, sensible. Effectivement, parce que les gens ne comprennent pas. C'est l'obstacle des choses. La constitution aujourd'hui, c'est un contrat social. La constitution aujourd'hui, c'est un pacte de paix. C'est un accord signé entre 450 tribus et les institutions de la République. Vous n'avez pas le droit de vous réveiller un matin comme un fou. Vous décidez comme ça, de manière unilatérale, de changer la philosophie de la Constitution, justement pour plaire à la personne des pays séquels. Peut-on changer une Constitution par des soucis conjoncturels? Non, voilà, M. Félix Tshisekedi doit rester au pouvoir pendant... Non, ce n'est pas à vous de décider. Vous êtes liés par la Constitution. Un député qui propose les changements de la Constitution viole la Constitution parce qu'ils n'ont pas qualité. Ah, les députés n'ont pas qualité d'initier le... Ils n'ont pas qualité. Lisez la Constitution, lisez les grands doctrinaires. Je vous cite ici Georges Burdeau, qui est un grand doctrinaire. C'est un juriste qui est connu, qui a écrit Droit constitutionnel et institutions publiques. Dans son approche sociologique du droit, il vous le dit, celui qui est lié par la loi ne peut pas la changer. Qui doit la changer? Non, mais le peuple qui est souverain.
Alors dites-moi, comment vous qui n'avez pas qualité, allez-vous demander à la population de changer la constitution? Nous pouvons le faire. Nous demandons à la population de changer la constitution. Or, pour changer la constitution, il faut briser... Non, on ne change pas la constitution par pétition. Mais la population fera la pétition parle de la révision. Non mais attendez, quand vous dites... Lisons la constitution. L'émission est hautement scientifique. Quand vous dites nous allons demander au peuple de changer sa constitution, quelle sera la méthodologie? Parce que vous dites qu'on ne peut pas procéder par pétition. Quelle sera la méthodologie pour changer la constitution? Non, mais c'est simple. La Constitution dit lorsque vous avez des gens qui accèdent au pouvoir par devoir scabreux et qui l'exercent en violation de la Constitution, le peuple doit récupérer son pouvoir. Cela veut dire quoi? Lorsque quelqu'un brise le pacte, la population peut se prendre en charge et imposer sa philosophie. Parce que la Constitution, c'est la volonté cristallisée du peuple. Le peuple peut se décider de dire non, voilà, je ne veux plus de cette Constitution, j'adopte la Constitution de l'Ébat. Mais pour l'instant, ce peuple-là est attaché à la Constitution. Non, mais justement parce que nous n'avons pas encore proposé notre Constitution. Très bien. Voyez-vous, le jour où on va proposer notre Constitution, on va tomber dans cette procédure. Mais maintenant, pour la mettre en application, il faut faire passer le torchon, enlever toute la saleté qu'il y a pour imposer un nouveau changement. Voilà. Merci beaucoup Alain Bolodja. Notre émission est d'une heure. Je fais signe à mon réalisateur. L'émission c'est d'une heure. C'est seulement la chronique de Patrick Lokala où il parle seul qui a un format de 50 minutes. Mais pour l'instant, cette chronique a 1 heure. Alain Bolodja, on va finir par le tout dernier point de cette émission, la révision de l'article 70 de la Constitution de la RDC. On veut revoir la durée du mandat du président de la République qui est de 5 ans. On veut rajouter 2 ans de plus. Il y a l'honorable Steve Mbikaï qui est précité dans cette démarche. Mais est-ce que c'est une démarche productive? D'autant plus que la situation sociale n'est pas bonne, la gouvernance actuelle n'est pas bonne. Cette révision va apporter quoi dans les changements de la vie de notre peuple? Bien que n'étant pas juriste, mais en tant que scientifique, quelqu'un qui s'intéresse à la fonctionnalité ou au fonctionnement de l'État, je vous dis et je défie quiconque, on ne peut pas réviser l'article 70. Pourquoi? La révision de l'article 70 n'est pas possible parce que l'article 70 est l'un des articles verrouillés par l'article 220. Si vous voulez réviser l'article 70, ce n'est pas possible. Mais si vous modifiez la Constitution, il faut commencer d'abord par la révision de l'article 220 pour faire sortir... Non, l'article 220 n'est pas intangible. L'article 220 consacre l'intangibilité de plusieurs dispositions de la Constitution, notamment l'article 70. Si vous voulez changer l'article 70, il faut d'abord passer par la révision de l'article 220. Faire sortir l'article 220 de l'article 70 des dispositions verrouillées par l'article 220 et comme ça vous changez l'article 70. En ce moment-là, ce n'est pas une révision. Ça, vous changez la philosophie de la Constitution. Ce n'est pas une révision, ça c'est une modification de la Constitution. Ce qui n'est pas... Non mais donnez-nous alors la disposition qui consacre, qui donne, qui reconnaît le pouvoir à un simple député d'initier une telle démarche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous êtes bloqués. Ils sont bloqués. Non mais il n'y en a pas. Osez. Kabila qui avait toute l'intelligence du Congo n'a pas su le faire. Vous qui venez à peine d'arriver avec vos intelligences. Ils ont la majorité au Parlement. Ils n'ont pas la majorité. Non, attendez. Nous sommes scientifiques avant d'être politiques. Ouais. La majorité en réalité n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, c'est une mosaïque. Une mosaïque magique. Tous les députés, au regard de leur fameux arrêt de la Cour constitutionnelle, tous les députés sont libres. Ils ne sont pas liés au parti politique. Même pas l'union sacrée. Non, l'union sacrée n'existe pas. C'est circonstanciel. Vous avez dit que les députés ne sont plus liés au parti. Si un député peut quitter le PPRD pour être derrière M. Félix Tshisekedi, ces députés peuvent aussi quitter Félix Tshisekedi pour être derrière Alain Bolodja. Parce que vous les avez déchargés. Vous les avez... Non, mais non, on en trouve l'argent.
On en trouve, on peut trouver l'argent. Ah, donc vous voulez nous dire que ces députés sont moyennant quelque chose. Moi qui ai dit. Ah, c'est eux-mêmes qui le disent d'ailleurs. Ils sont là, on a dit que c'était les cadeaux. C'est-à-dire que ce sont des gens qui... Et donc, Alain Bolodjoa, est-ce que vous dites qu'ils sont bloqués, il n'y a pas d'opportunité, mais est-ce qu'il y a vraiment, ça c'est une question intellectuelle et scientifique que je vais poser, est-ce qu'il y a besoin au Congo, dans les cas où ce n'est pas Félix qui est à la tête de l'État, est-ce qu'il y a un besoin d'ajouter un peu d'années au mandat du président de la République? Nous. Est-ce que le mandat de 5 ans n'est pas suffisant? Il faut que l'on pense lui rajouter un peu d'années pour lui permettre de bien exécuter sa vision. Nous, je dirais d'abord, moi, j'ai toujours soutenu l'idée d'un septennat. Ah, très bien. Moi, ça c'est une bonne chose. Je l'ai toujours soutenu au regard des données sur le terrain. Pourquoi vous soutenez ça? La nouvelle classe politique, dont je suis le coordonnateur, les BAT, soutient... Non, pas éternel, ça fait combien d'années? Je ne sais pas comme Étienne Tshisekedi qui a fait toute sa vie président. C'est-à-dire que les BAT, nous sommes en discussion justement pour voir l'éventualité d'adopter les septennats. Pourquoi? Très bien. Justement parce que de notre situation actuelle. Parce que notre analyse ne doit pas seulement être philosophique, mais aussi factuelle. Voir la situation actuelle et ce que nous avons vécu, je pense qu'il faut que le mandat soit de 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que la première année et la dernière sont des années électorales. Voyez-vous, il y a des tractations justement pour organiser des élections, où on sort des élections, il y a des tractations à la fin. Prendre connaissance. Prendre connaissance, surtout des gens qui n'ont jamais travaillé, tels que M. Félix Tshisekedi, voilà, qui n'a jamais travaillé, effectivement, quitter la vie de la rue, l'état d'esprit de la rue, pour être dans un état d'esprit institutionnel, ça peut prendre une année. Organiser les élections, parce qu'il ne faut pas oublier, les élections en tant que telles, on doit organiser les élections du président de la République, qui est élu au suffrage universel direct. On doit chercher le Premier ministre, qui est l'émanation du Parlement. On doit avoir le membre du bureau du Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui résulte des députés provinciaux. On doit installer le gouverneur qui sont élus par les députés provinciaux et son adjoint, et son vice. On doit mettre en place les maires de la ville, le maire des villes et leurs adjoints et leurs échevins. Le conseiller urbain qui sont élus au suffrage universel direct, ce qui veut dire que la première année doit nous prendre tout ça. C'est-à-dire que c'est l'année de l'installation des institutions de la législature. Voilà. Ce qui veut dire que ça peut nous prendre une année. On ne peut pas en réalité, le président ne peut rien faire. Non, il peut faire quelque chose, mais pas de substantiel par rapport à la législature qui commence. Parce qu'il faut qu'il y ait toutes ces institutions pour qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement systémique. La deuxième année, c'est l'année des grands enjeux. C'est-à-dire qu'il apprend, il initie des réformes avec les autres structures qui seront installées. Et en réalité, le programme a une durée de 5 ans. Il perd déjà 2 ans. La première année qui est une année d'installation. C'est-à-dire qu'on peut avoir... La dernière qui est une année d'installation. Effectivement. Donc il ne gère que pendant 3 ans. Il ne gère de manière substantielle que pendant 3 ans. Ce qui est amplement insuffisant. Non, insuffisant par rapport au contexte actuel du Congo. Il faut nuancer. La France a commencé par les septennats. Lorsqu'il y a une stabilité institutionnelle, ils sont basculés vers les quinquennats. Exact. Les États-Unis avaient 5 ans, aujourd'hui ils sont à 4 ans. C'est-à-dire que lorsque l'évolution se constate sur le plan institutionnel, sur le plan structurel, la stabilité des institutions, en ces moments-là, on réduit la durée. Les gens, la crainte des gens qui ne veulent pas comprendre cette philosophie, ils vous disent non, nous ne pouvons pas accepter qu'un président fasse 14 ans. Non! Lorsque vous avez opté pour les 5 ans, il y avait possibilité d'opter aussi pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous avez opté pour 5 ans justement pour permettre à la personne d'assumer la fonction, pleinement la fonction. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est au niveau de la qualité des hommes et des élections. La qualité des élections. Si vous avez de bonnes institutions, un bon système électoral, tout président ne fera pas 2 ans. Il ne fera pas 2 mandats. Ce n'est pas une obligation de faire des mandats. Mais ici on tient. Non, les gens pensent que... Même sans bilan, il faut quand même... Non, mais c'est ça, en fait, la faiblesse. C'est justement parce que nous nous posons de mauvaises questions au vrai problème. On peut être en fonction et quitter la fonction sans que le mandat ne prenne fin.
Ça, c'est la Constitution qui vous le dit. On peut être président de la République et ne pas être élu. Quitter le confort, vraiment, ça c'est difficile. Non, mais le confort... Je ne le ferai pas. Non, mais attendez. Attendez. Ne pensons pas que nous sommes tous dans ces genres de moules où on est préparé, on est le produit de la même matière. Non, il y a des gens qui font exception dans ces pays. Il y a des gens qui ont expérimenté la démission. Ça existe. Très bien. Alors, est-ce que vous savez qu'Alain Bolodjoa a un arrêté ministériel, me reconnaissant comme membre d'un poste ministériel, moi, mais j'ai refusé. Vous avez refusé. Alain Bolodjoa, si vous êtes d'accord pour un mandat de 5 ans... Bon, je voulais dire un poste au ministère. Voilà. Très bien. Ça, c'est la précision. Si vous militez pour un mandat de 7 ans, moi, je milite pour un seul mandat de 7 ans. C'est-à-dire que si un jour, on va y arriver à revoir les dispositions de la loi fondamentale, ou même changer la loi fondamentale, j'aimerais bien qu'on ait un seul mandat, mais de 7 ans. Non, mais ce sont des options. Ce sont des options parce que là, il y a deux éléments. La durée du mandat et le nombre de mandats. C'est dans la même disposition, dans le même de la Constitution, mais cela recherche, ne vise pas le même objectif. Pourquoi avons-nous limité le mandat à 5 ans? Et pourquoi avons-nous voulu réduire le nombre de mandats à 2, la probabilité de n'avoir que 2 mandats? Pour faciliter la circulation de l'élite. Parce que la loi de l'usure s'applique aussi en politique. Vous ne pouvez pas être super intelligent, rester en fonction. Non, il faut qu'il y ait remplacement. Et le renouvellement, là, ça permet à ce qu'il y ait de nouvelles visions, des innovations. Si vous avez un président qui est élu pour 5 ans, je prends le cas de ses pouvoirs inutiles. 5 ans. Non, mais ils ont 5 ans, mais ils n'ont rien fait. Voyez-vous? C'est-à-dire que le problème... Non, mais ils ne feront rien. Vous pensez qu'ils veulent modifier la Constitution, pourquoi? Justement parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien fait. Ils comptent sur le programme de 145 territoires qui a déjà échoué par ailleurs. Le programme n'a pas encore commencé, mais il a échoué. Non, mais attendez, l'échec se constate même pas au début. Aujourd'hui, ce que nous voyons, M. Félix Tshisekedi et sa cohorte sont présentés comme un étudiant, un élève qui prétend avoir préparé son examen. Il arrive devant son examinateur lui donne une feuille vierge et il lui dit pose-toi des questions et tu en donnes des réponses. On lui donne 50 minutes, il prend 20 minutes dans les futilités. Et il se rend compte qu'il y a eu beaucoup de ratures. Il demande à l'examinateur de lui donner une autre feuille. On lui donne la feuille. Il commence encore avec des ratures. Et à la fin, il dit non, voilà, 50 minutes, c'est peu. Si vous voulez m'ajouter même... Non, monsieur, on ne vous avait pas posé la question. On vous a dit, que pouvez-vous faire? Vous-même, vous dites nos programmes 100 jours. Je vais toucher l'éducation. Vous avez embrassé tout. Et aujourd'hui, il y a chambardement. Il y a dysfonctionnement systémique. Justement parce que les gens n'ont pas été préparés. Prenons les cas. Vous avez un président, quelqu'un qui est pétri des valeurs, qui a de l'expérience et de l'expertise. Il est élu pour 5 ans. Il peut faire quelque chose. Mais au regard de nos réalités, les défauts, c'est la qualité des hommes. Merci. Voilà pourquoi nous disons, on peut mettre 7 ans, justement pour permettre, non seulement au président, mais aux gouverneurs, aux entités territoriales décentralisées de s'organiser. Lorsqu'on va atteindre le niveau des revenus intermédiaires, en ce moment, on peut revenir à 5 ans, même 4 ans. Très bien. Mais pour l'instant, au regard de besoins et développement, donnons la chance aux institutions pour qu'ils aient 5 ans. Ma condition, qu'il y ait d'abord rupture avec le passé. Donc, tout ce que nous disons là ne peut être effectif que lorsqu'il y aura révolution. Sans révolution, c'est du pipeau. Merci beaucoup. En conclusion, Félix Tshisekedi n'est pas une alternative crédible en 2023. Ah, je l'ai non, mais même aujourd'hui, il n'est pas crédible. Alain Bolodjoa, qui serait une alternative crédible en 2023? Non, le problème c'est qu'on fait la politique avec ceux qui sont là. Voyez-vous? Personnellement, moi, je voudrais voir une nouvelle génération à la tête du pays. Moi, c'est ça mon avis. Une nouvelle génération. On ne va pas ramasser dans la rue une nouvelle génération avec une nouvelle vision. Mais si ces gens-là ne sont pas en même des briguets à ces postes, on peut choisir parmi le moindre mal et faire de lui président. Ce que nous devons éviter,
Ça, c'est un conseil gratuit. Évitez de rêver qu'un jour Félix Tshisekedi revienne au pouvoir. Ça, ne rêvez même pas. Soko lalo la moucho moni Félix Tshisekedi président, il faut que le mot ça mes amis. Non, ça parce que nous voulons les changements. Mais les changements doivent être incarnés par la personne qui donne l'impulsion. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Il n'a pas assez d'atouts fort malheureusement. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est moi qui vous remercie. Alain Bolodjoa, candidat président en 2023. Non, mais avec ce système, non, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous. Alors, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Patrick Elokala TV. C'est le gros soutien que j'attends de vous. On tourne dans des conditions un peu inhabituelles. Nous avons besoin de vos soutiens, nous avons besoin de votre aide, de quelque nature que ce soit, parce que avec les télévisions à Kinshasa, ça ne tient pas beaucoup pour nous qui militons pour le changement de ce pays. Voilà pourquoi nous faisons des efforts pour avoir nos propres chaînes YouTube, pour vous servir à accompagner le peuple dans cette lutte pour le changement. Mais pour le faire, on a besoin d'un peu de soutien de votre part, un soutien de quelque nature que ce soit, au numéro 0 plus 243 81 209 32 59. Si vous avez aimé l'émission, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Patrick Elokala TV. D'ici là, portez-vous bien.